Un succès pharaonique, très grande affluence, mardi 4 novembre au Grand Musée égyptien du Caire pour admirer la collection des trésors de Toutankhamon. Découverte dans un instant de l'autre père du studio Ghibli, Isao Takahata, cofondateur avec Hayao Miyazaki du studio d'animation mythique. Une exposition lui rend hommage à Paris. Enfin, le grand retour de la photographe kenyane Thandiwe Muriu avec des nouvelles séries à la 193 Galerie. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. C'est l'événement de l'année au Grand Musée égyptien du Caire, l'ouverture au public et pour la première fois de la collection quasi complète du roi Toutankhamon depuis le 4 novembre, en référence au 4 novembre 1922, quand l'archéologue britannique Howard Carter avait découvert sa tombe. Les touristes affluent pour découvrir les 5000 objets du tombeau, enfin réunis dans une immense galerie. Le célèbre masque royal en or incrusté de lapis lazuli trône au milieu des objets funéraires. Quelques réactions des chanceux émus et subjugués par ce trésor qui a traversé le temps. J'ai vu la partie sur le roi Toutankhamon et c'était incroyable. Ça m'a mis les larmes aux yeux. C'était la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais vue. En fait, je suis encore très émue. Certains pleurent quand ils se retrouvent devant le masque de Toutankhamon et en prenant des selfies, c'est incroyable. Tout le monde prend des photos, ils regardent l'or de près. On a découvert cet inconnu en 1922 et en 2025, nous le redécouvrons aujourd'hui. Tout le monde va être ravi. Je n'arrive juste pas à croire comment ils ont réussi à sculpter dans la pierre comme ça. À quel point c'était lourd et avec les outils de l'époque. C'est fou. Mon voisin Totoro, le voyage de Chihiro, le château ambulant, ces dessins animés à l'univers poétique sont signés du studio japonais Ghibli. On connaît très bien Hayao Miyazaki, mais l'autre cofondateur du studio d'animation est mis à l'honneur à la Maison de la Culture du Japon, à Paris. Retour sur la carrière exceptionnelle d'Isao Takahata, de ses débuts à ses chefs-d'œuvre les plus marquants. Visite guidée signée Yuka Royer, Sonia Barritello et Nina Masson. Croquis manuscrits, dessins originaux, notes de personnages. Pour la première fois en Europe, une exposition dévoile l'atelier intime d'Isao Takahata, génie de l'animation japonaise et cofondateur moins connu du studio Ghibli. Des années 1960 à son dernier chef-d'œuvre, plus d'un demi-siècle de création se révèle. Longtemps resté dans l'ombre de son ami Hayao Miyazaki, il n'en est pas moins l'un des pères fondateurs d'une industrie aujourd'hui évaluée à plusieurs milliards d'euros. Un héritage immense, né d'un crayon et d'une imagination sans limite. Takahata, c'est d'abord un metteur en scène qui a eu l'attitude de révolutionner l'approche, ce médium, parce qu'il n'était pas lui-même un animateur. Il adopte une approche qui est plutôt ethnographique, qui permet de décrire un univers donné, un univers réel, fidèlement, avec justesse. Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut sembler aller de soi, d'une certaine manière, mais n'avait rien d'évident à l'époque. Son œuvre emblématique, Le tombeau des Lucioles, est aujourd'hui encore associée à la Seconde Guerre mondiale. Mais son film est aussi une peinture de la vie quotidienne dans le Japon des années 1940. Plus tard, pour le compte de la princesse Kaguya, il se lance un nouveau défi, retrouver la spontanéité du trait à main levée. Près de 240 000 dessins ont été réalisés, un pari esthétique au coût de production exceptionnel. Et donc pour lui, le fait d'essayer de revenir à un rendu beaucoup plus proche du croquis, un dessin pris sur le vif, un dessin où on choisit de représenter l'essentiel et on choisit de ne pas représenter le reste, mais cette fois pour le mettre en mouvement. Ici, les visiteurs explorent son univers, quel que soit leur âge. Ça expliquait plus comment s'étaient fait les dessins animés que dans d'autres expositions. Du coup, on voyait le processus. Avec ma génération, je pensais que ça se faisait très rapidement, un croquis, un dessin, puis ensuite que c'était animé. Mais en fait, il y a beaucoup plus de travail derrière. Ils ne se mettaient pas forcément plus en avant que les autres, j'avais l'impression. Que c'était vraiment une belle unité et qu'ils ont créé vraiment des choses hyper novatrices ensemble. Une plongée dans l'œuvre d'un pionnier dont la sensibilité a marqué à jamais l'histoire de l'animation. L'exposition est à découvrir jusqu'à fin janvier.
Et notez que Reporters sans frontières, qui célèbre son 40e anniversaire et 40 ans de combat pour la liberté de la presse, a consacré son dernier numéro aux 40 bougies du studio Ghibli. À Paris, la photographe kenyane Thandiwe Riou fait résonner son art à la 193 Galerie avec Clouds Bring Blessings. Connue pour ses portraits éclatants sur fond de tissu coloré, elle continue d'explorer les questions d'identité et d'héritage culturel. L'artiste dévoile une nouvelle série dans laquelle, pour la première fois, elle a créé elle-même les textiles présents dans ses photographies en recourant à la fameuse technique du tie and dye. Raphaël Gattel, commissaire de l'exposition, nous en dit plus. La technique, elle a utilisé le tie and dye, une technique ancestrale qui a été utilisée par différentes cultures, que ce soit la culture japonaise, la culture hindoue. Et d'une manière générale, lorsqu'on montre son travail à l'étranger, on l'a montré par exemple récemment à Singapour, on va bientôt la montrer en Inde, on voit que les personnes réagissent, ont tous en fait un regard personnel, une approche qui les intéresse par rapport à comment les tissus sont faits. L'histoire du tissu est quelque chose d'assez universel. Voilà pour l'histoire du tissu, mais qu'en est-il de la signification de ces photographies ? L'artiste Thandiwe Riou a été reçue par ma collègue du canal anglophone Eve Jackson pour Arts24. On l'écoute. Dans mon travail, j'utilise les textiles comme une toile pour parler des questions sociales et de l'identité. Et je pense que c'est un défi personnel pour moi de voir à quel point je peux faire disparaître mes sujets dans l'arrière-plan. Mais c'est un peu mon propre sentiment, en tant que femme, le sentiment que je peux disparaître dans le tissu social si je ne suis pas fidèle à moi-même. C'est devenu comme un récit de mon parcours en tant que femme individuelle dans un contexte culturel très conservateur. Et place à une nouvelle étoile musicale, Théa, qui amène sa belle énergie à l'hyperpop francophone. Elle a sorti un EP intitulé Comète et est actuellement en tournée en Europe. Son concert à l'Olympia en avril prochain affiche déjà complet. Solène Klaus et Éléonore Gauger l'ont rencontrée. Partout des chasses, pas de cutter, pas de poseur, c'est nous les new hard rockers. TTT, HG, un full cap skater, c'est nous les new hard rockers. Préfère la presse, pas de bloqueur, t'as le crash tard, donc je mets pas de bonheur. Je m'appelle Théa, je fais de la musique, souvent trop fort pour les voisins. C'est punk, c'est digital, c'est un peu triste et ça donne envie de danser. Voilà. Mon amour, prends-moi la main, je sais pas si je tiendrai jusqu'à demain. Je sais plus quoi faire, du conte de fées, violence du fond jusqu'à demain. Si une comète, je peux pas crever. Comète, je pense que je l'ai envisagé moi, un peu comme la suite de Panama Stroboubel que j'avais sorti juste avant. Ces deux EP qui rendent un peu hommage justement à ces styles des années 2000 aux années 2010. J'aimais bien l'image de la comète parce qu'elle est trop belle et tu la vois le plus quand elle va se cracher. Dans un morceau qui s'appelle Echo, j'avais dit ce soir au bar on me demandera si je suis une fille ou si je suis une comète. Et c'était une manière de prendre la question t'es un mec ou une meuf un peu à l'envers. Donc voilà. Je suis pas une fille, moi je suis une comète, de celle qui brille le plus fort quand elle se crache. Je côtoie des stars, la lune me connaît. Ensemble on vide des sachets dans des chiottes sales. Pour moi c'est important déjà de raconter ma vie et aussi dans ce qu'elle a de plus cru et de plus, je sais pas, violent des fois, tu vois, et de plus triste. Le fait de mettre tout ça dans des trucs qui donnent envie de danser, de sauter, de se foutre les uns sur les autres, je trouve qu'il y a un côté où ça permet de se réunir autour de sujets qui nous isolent plutôt à la base. Je voulais qu'on aille Paname, s'il est trop tard, c'est pas grave, j'appelle vite, t'en as assez, je pense à toi. Je vais me cracher, je sais pas si je m'en sors vivant. Hyperpop, à la base, c'est une musique de meufs trans, tu vois, c'est une musique de personnes queer. C'est trop important, en fait, pour toutes les communautés, je pense, marginalisées, d'avoir des modèles et d'avoir des gens qui prennent la place sur scène, qui sont des profils qu'on voyait moins avant. C'est trop bien.
On change radicalement d'ambiance pour se plonger dans le cabaret chic des années 20. La comédie musicale culte Chicago est adaptée en version française au Casino de Paris. Créée à Broadway en 1975, puis adaptée au cinéma en 2002 avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard Gere. La pièce revient donc en version scénique dans le rôle de Velma Kelly, Chaim et Jacques Press pour Billy Flynn. On se quitte avec ces premières images qui donnent vraiment envie. Le spectacle dure jusqu'en janvier prochain. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux.